Bonjour et bienvenue à votre balado, Le cinéma, c'est au cinéma. Bonjour Guillaume. Bonjour Marcel. Je te demande toujours si tu es en forme, mais c'est important que ça le soit. Tu es très en forme. On a fait notre entraînement quotidien du matin. Bon. Alors, c'est fait. Et puis, ça pratique les muscles et le cardio, mais aussi le muscle le plus important, comme dirait Monsieur Smith dans La Matrice, le cerveau. Exactement. Mais j'ai oublié de signaler qu'on est à l'épisode 39 qui s'intitule « Savoir prédire ». Pourquoi? Parce que j'ai été, comme tout le monde, stupéfait des résultats du film Minecraft. Donc, c'est beaucoup plus fort que les prédictions. Là, j'ai dit, ah! Puis l'autre fois, avec Guillaume, on a regardé, puis c'était le fameux Joker, qui est lui, Joker le deuxième. Oui, Folie à deux. Folie à deux, qui était en dessous des prédictions. Pas un peu. Pas un peu. On prévoyait des chiffres à la Minecraft pour Joker Folie à 2 quand c'est sorti. Et on parle de 140 à 150 millions week-end. Mm-hmm. Et le film a fait 37. Hey, c'est incroyable. C'est quelque chose. Puis là, en ce moment, on vit Minecraft. Faites l'inverse. L'inverse. On prévoyait environ 60 à 65 millions week-end, puis le film a fait 163. Le meilleur opening week-end d'un film tiré d'un jeu vidéo de tous les temps. Okay. Un des meilleurs week-ends de tous les temps de Warner Brothers. C'est vraiment exceptionnel dans une période qui était quand même assez tranquille malgré tout. Donc, oui, et les gens n'ont pas vu prévenir ça, n'ont pas su le prédire, pardon. Et même nous, chez RGFM, on avait mis les préventes quand même assez longtemps d'avance et ça a fait un peu le même principe. Les ventes en ligne se sont faites très tard. Ah, OK. Il y en a eu des très bonnes, mais pendant les 2-3 premières semaines de la prévente, c'était quand même très tranquille et c'est à la fin que ça s'est concrétisé. Puis c'était un peu le commentaire des gens qui faisaient des prédictions, qui ont sous-estimé, en anglais on dit le walk-in customer, c'est-à-dire le client qui vient sur place et qui n'achète pas d'avance. OK. Donc, c'est ça. On va essayer de comprendre c'est quoi les critères. Comment on fait? Puis, tu connais les sites. Il y a des sites spécialisés là-dedans. Mm-hmm. Et je veux dire qu'on analyse avec toi. C'est quoi les critères? Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de déterminer, là, bientôt, il va sortir des films, ils vont être gros, lesquels, oui, quand, comment? On se base un peu sur quoi? Puis c'est quoi les fameux sites que je consulte? Oui. Oui, écoute, il y a deux, trois sites principaux que je consulte qui sont Box Office Pro, Box Office Theory et Screen Dollars, qui sont les trois des sites qui font des prédictions sur les films qui sortent en salle. Et ces prédictions-là sont mises à jour positivement ou négativement selon les préventes. Donc, ils se basent beaucoup sur deux choses. La première, c'est les préventes, effectivement, parce que dans des marchés où c'est plus populaire, où le nombre de bancs disponibles versus la population est plus bas que en région, par exemple. Un exemple chez RGFM, le cinéma Saint-Hyacinthe, a beaucoup de préventes, toujours plus que les autres cinémas, parce que les gens savent qu'il n'y a pas beaucoup de bancs et qu'ils vont partir plus vite. Parce que c'est un VIP, là. C'est des gros sièges. Exactement. Il y a 400 bancs, donc, et c'est un marché qui est quand même très fort. Alors, les gens, en sachant qu'ils risquent de se faire retourner rapidement, achètent leur billet plus d'avance. Okay. Donc, un autre exemple, Sorel, qui a 2 fois plus de bancs puis qui a 2 fois moins de monde. Donc, évidemment que la prévente est beaucoup moins forte parce que les gens n'ont pas le sentiment d'urgence où ils doivent acheter un film. Ils ont l'impression qu'il y aura toujours des places disponibles, ce qui est souvent le cas parce que les salles sont plus grandes et qu'il y a un peu moins de monde. Et l'autre barème, c'est le fameux awareness, le fait de savoir qu'un produit existe. Il n'y a pas vraiment de mot en français, du moins je m'étais déjà posé la question, mais j'en ai pas trouvé. Mais le fait d'être conscient du film.
Okay. Donc, ces gens-là, là, c'est un site web qui s'appelle The Quorum, qui fait aussi des prédictions, mais eux autres vont faire moins des prédictions en argent, vont faire plus en pourcentage. Donc, on a 2 awareness, 2 conscientisations, c'est-à-dire un qui est unaided, c'est-à-dire sans aide. Donc, les gens appellent chez des personnes, font des sondages, puis ils vont appeler chez des gens au hasard, puis ils vont dire, savez-vous qu'il existe un film qui va sortir bientôt qui s'appelle Minecraft? OK. Et là, le unaided awareness est évidemment beaucoup plus bas parce qu'ils n'ont pas d'indice pour savoir c'est quoi. C'est un premier chiffre qui est établi. Puis une fois qu'ils ont dit, OK, c'est tiré d'un jeu vidéo très connu. Ah oui, là, je le sais. OK, je te suis. Donc, ça, c'est le aided awareness et c'est ce chiffre-là qu'on utilise pour faire les premières prédictions du film. Quand les gens sont beaucoup plus au courant d'un produit qui existe, les chances qu'il soit populaire sont plus grandes. Sont plus grandes, exactement. Puis dis-moi, quel est l'impact des fameuses bandes-annonces? Ça a un impact important. Encore aujourd'hui, malgré qu'on vit dans un monde où le taux d'attention est très court, qu'on essaye de faire c'est quand même intéressant, je l'ai déjà dit, mais je vais leur dire, plusieurs bandes-annonces ont une bande-annonce de la bande-annonce. Quand même. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que la bande-annonce commence avec un court résumé de la bande-annonce. Wow. Qui dure 5 à 10 secondes. Et après ça, la vraie bande-annonce commence. Pas tout le monde qui fait ça, mais c'est un outil qui est pour essayer de répondre à ça. Donc oui, la bande-annonce, le fait que les gens sachent que on va sortir des clips. Là, on est en train de faire ça sur Superman. Donc, on sort des clips vidéo, on a sorti 5 minutes, une petite scène, on sort des photos, là, il y a eu des visionnements tests très, très, très positifs, semble-t-il, de Thunderbolts. Donc, les gens vont le dire. Évidemment, quand c'est moins positif, on fait juste pas en parler. Mais quand c'est très positif, ben ça donne, encore une fois, ça aide à ce que les gens sachent que le film existe. Et après ça, une fois qu'on a fait tout ce travail-là, ben là, il y a la campagne publicitaire de base qui commence 6 à 8 semaines avant que la sortie du film ait lieu. Et là, évidemment, les préventes. Alors, on vient là cibler beaucoup plus d'une manière efficace une prédiction sur un film. Donc, oui, c'est sûr que la bande-annonce, la première bande-annonce de Minecraft, c'était intéressant parce que elle n'a pas été très aimée. Les gens avaient des attentes irréalistes, je pense. Ils attendaient un film parfait, mais d'un autre côté, les gens se sont rendus compte que pour Minecraft, c'est un open world qu'on appelle, c'est-à-dire c'est un jeu ouvert où on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas d'histoire comme telle. On mine, on trouve des choses, on se fabrique des objets, on se bat contre des monstres, mais il n'y a pas d'histoire comme telle à suivre. C'est vraiment ouvert. Et quand on sort un film, bien évidemment, ben, le film, s'il n'y a pas d'histoire, ça va être longtemps. Alors, pour avoir une histoire, ben, il faut qu'il y ait des personnages. Et pour avoir des personnages, ben, si on avait décidé de prendre des personnages d'animation, ça aurait fait un peu trop comme classique qu'on voit partout, parce que des films d'animation Minecraft, il y en a énormément. Alors, on a fait un genre de Jumanji où on a pris un peu les mêmes acteurs, puis on a fait un peu la sauce. Évidemment, Jack Black est quelqu'un de très, très connu. Fait que les premières images n'avaient pas été beaucoup aimées. Et c'est drôle parce que ça a complètement été inversé. Alors, les dernières images, les dernières bandes annonces ont été beaucoup moins négatives et ça a tellement eu un effet positif que là, en ce moment, on est en avril 2025, on a un mème, là. Ça s'appelle comme ça en anglais. C'est une mode dans laquelle les gens vont dans les salles de cinéma. S'il vous plaît, faites pas ça dans nos salles. Et attendre une réplique particulière du film là, qui est Chicken Jockey. Et là, ils se mettent à lancer le popcorn et à crier et à se filmer. Donc, comme j'ai dit, on souhaite pas ça. À date, c'est pas arrivé. Les gens en région sont plus respectueux. D'une part, puis de l'autre part, bien évidemment, la traduction fait que c'est pas le même impact. On dit plus les mêmes mots. Et un autre exemple, c'est il dit son nom au début du film, I am Steve. Et en français, je l'ai écouté, c'est même pas dit de la même manière, c'est moi, c'est Steve. Fait que tu sais, juste l'intonation elle est tellement différente que on perd un peu l'essence qui est en anglais. C'est correct, là, la traduction est très bien faite, mais évidemment, on doit s'adapter parce que c'est pas toujours la même chose. Mais on a vu un impact où on était négatif par rapport à l'inclusion de Jack Black, et là, c'est devenu tellement populaire que tout le monde se déguise en Jack Black, puis c'est rendu Minecraft lui-même. Je serais pas surpris qu'il y ait une mise à jour sur le jeu vidéo avec un personnage de Steve avec une barbe.
Donc, finalement, malgré tout ça, ça reste encore difficile à prédire. Conclusion. Très difficile à prédire. C'est organique. Ouais. C'est très... Évidemment, quand il y a une mode descendante, comme il y a eu sur certains films cette année, l'année passée, ça se voit sur les préventes, évidemment. Donc, les gens peuvent s'en tromper, mais en général, on met à jour. Et avant que le film, par exemple, on parle de Joker encore, sorte, les gens avaient une bonne idée que ça allait plus faire les mêmes recettes. Non. Mais c'est effectivement difficile à prédire. Et c'est ce qui fait que le cinéma, c'est des films événements comme ça qui vont exploser, surprendre, et d'autres qui vont décevoir. Mais évidemment, il y a des incontournables quand même. Mais effectivement, il y avait un autre film qui était aussi tiré d'un jeu vidéo qu'on a sorti à l'automne 2023 qui s'appelait Five Nights at Freddy's, qui est aussi un jeu vidéo. Et je me souviens, on prévoyait 30-40 millions de dollars week-end. C'était les meilleurs. Je l'ai revérifié, puis ça a fait 100 millions. OK. Donc, mais là, on souhaite qu'on se trompe dans le bon sens. On souhaite qu'on se trompe dans le bon sens à chaque fois. Parce que là, tu me parlais qu'il y a encore beaucoup d'attentes. On parle du dernier Mission Impossible avec Tom Cruise. Ben, le site de Quorum que je parlais tout à l'heure sort toujours des prédictions un peu avant les autres. Parce que lui, il a l'information avant les préventes. Il y a l'information du fameux awareness. Et d'ores et déjà, il prédit un week-end exceptionnel pour Mission Impossible qui serait beaucoup plus fort que le dernier. Et évidemment, il sort la même journée qu'un autre film qui est très, très attendu qui s'appelle Lilo et Stitch. Et les premiers chiffres placent ce film-là à un niveau probablement au même niveau si ce n'est pas plus que Minecraft. Quand même. Parce que là, on dit Mission Impossible, c'est populaire parce qu'on annonce que c'est le dernier. Oui, exactement. Donc, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Là, on crée un fameux... on monte en épingle, une attente. C'est ça qui fait que le cinéma est le cinéma. Puis c'est ça qui est difficile à prévoir. Donc, même eux autres se trompent. Le Quorum, il donne des idées. Il est quand même assez proche. Mais lui, il donne pas de chiffre. Il donne juste il donne un chiffre, mais il donne pas des millions. Il donne juste un pourcentage de connaissances. Donc, évidemment, plus ça s'approche du 100%, plus c'est intéressant. Donc, oui, Mission Impossible, bien évidemment, on sous-entend que ça serait le dernier film de Tom Cruise. Bon, on verra si ça se produit vraiment avec la popularité que ça a. Mais effectivement, le fait que ça soit le dernier, la bande-annonce est quand même très intéressante, à mon avis. Ça devrait quand même être assez populaire pour la fin du mois de mai. C'est ça. Puis il y a une autre aussi que tu m'as parlé, puis j'ai trouvé ça intéressant comme façon de mettre en marché les films. Il y a un film québécois qui s'appelle Deux femmes en or. Oui. Qui a des attentes là aussi. Puis tu me dis, ils vont faire des prévisionnements. Oui. Pour susciter l'intérêt. Ça Absolument. aussi, c'est une forme de... Alors, clairement, une forme de publicité pour faire parler du film. Le film est très bon, je l'ai vu. C'est un remake du film des années 70, des Deux femmes en or, à la saveur d'aujourd'hui. Okay. C'est très bien fait. Je pense que le film va être populaire. Mais ce qui est intéressant, ce que tu apportes, c'est qu'au Québec, on n'a pas les outils que les Américains utilisent pour prévoir les films. Les préventes, typiquement au Québec, je l'ai dit tout à l'heure, mais au Québec, la plupart des salles de cinéma dans lesquelles les films québécois vont marcher, c'est plus typiquement en région. Donc, ça va marcher à Montréal, mais on peut faire, en général, en région, c'est là que ça va dicter le marché des films québécois. On en est bien content, nous, parce qu'on est en région. Mais on ramène ça à la prédiction puis au forecast. Évidemment, c'est difficile de savoir parce que, bon, je pense, en tout cas, je n'ai pas demandé récemment qu'on n'appelle pas les gens en faisant des sondages. Il y a pas de il y a très peu de préventes sur des films québécois. Je me souviens, l'année passée, on avait eu les Belles-Sœurs et il y avait déjà des préventes quand même assez raisonnable et il n'y en a jamais. Fait que là, j'ai dit, c'est sûr que ça va marcher. Il y a des préventes. Fait que moi, j'avais une information privilégiée en voyant que ça allait se produire, surtout sur des films québécois, mais c'est plus difficile à prévoir au Québec. Mais bon, j'imagine que quand même, s'il y avait un distributeur ici qui serait avec nous, il nous donnerait probablement plus d'informations par rapport à ça. Mais on travaille souvent sur des outils plus de base au niveau de la publicité. On essaie de participer à des émissions, des choses comme ça, des prévisionnements
quelques semaines avant la sortie du film. Puis dis-moi l'impact que ça a, parce que je trouve ça intéressant aussi. Tu vois, Deux femmes en or, on dit, OK, c'est un remake ou une nouvelle façon de faire. Mais souvent, les Américains sont dans le monde des franchises. Hein? Oui. Mission Impossible, ça fait plusieurs. Donc, ils ont déjà un capital d'intérêt. Oui. Les gens savent déjà de quoi on parle. Absolument. Peuvent mettre ça. Parce que les Américains ont énormément de franchises. Contrairement à la France qui en a, mais beaucoup, beaucoup moins, comme au Québec, il y en a beaucoup moins. Oui. Il y a eu les Boys, il y en a quelques-uns, mais c'est très peu. C'est beaucoup, beaucoup plus faible. On appelle ça en anglais des IP, Intellectual Property. Okay. Et effectivement, ce qui est intéressant à avoir des franchises, c'est qu'on peut faire beaucoup de suites. Oui. Donc, on gère, si tu veux, la courbe de croissance et la courbe de décroissance parce qu'en général, plus il y a de suite, plus ça baisse. Puis là, des fois, on peut faire des choses différentes, puis les fins d'engagement vont marcher assez fort, comme le dernier Harry Potter, le dernier Hunger Games, des choses comme ça. Mais ce qui est plus difficile, c'est qu'une fois que tu fais juste des suites ou beaucoup de suites, mais c'est plus difficile de trouver du produit plus original. Donc, il faut que tu essaies des choses. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Comme là, par exemple, Warner Brothers, ils en ont trouvé une bonne franchise, là. Comme? Minecraft. Oh. Ils ont déjà annoncé la suite. Ah oui? Effectivement. Et évidemment, Barbie, c'en était un autre également. Il y a des films qui se portent beaucoup moins aux franchises, des films à vocation que j'appellerais uniques, comme un peu Oppenheimer ou des choses qui ont déjà existé. Mais effectivement, on se base sur les franchises, qui est un peu moins le cas de la cinématographie québécoise, qui pourrait le faire aussi. On a eu des suites. D'ailleurs, on en a une franchise qui sort cet été. Et les gens se rendent peut-être pas compte, mais c'est quand même une franchise Menteuse. Ah! C'est la suite du film Menteur. Donc, si tu veux. Oui, ça a son public déjà. On sait que le film était fun, était drôle. Donc, ça va aller chercher un peu une certaine sécurité. En sorte, Les Belles-Sœurs, c'est un peu une franchise parce que c'est peut-être le premier film, mais c'est tiré d'une pièce de théâtre. Oui, il y a déjà une propriété intellectuelle, comme tu me dirais. Exactement. Parce que j'ai resté surpris. Je regardais ça un petit peu, les franchises. Moi, je croyais, j'étais, sûrement la franchise la plus longue, c'est James Bond, 27 films, c'est quelque chose. Oui. Et non. Et non. La franchise qui a le plus grand nombre de titres, c'est Godzilla. Ah, pour vrai? Ouais, Godzilla, il y a 39 films. Oh, quand même. Hein? C'est quelque chose. Et moi aussi, je disais, bon, OK, correct. Mais il y en a des films comme ça, des James Bond ou autres, des histoires... infinies, si on peut dire. D'ailleurs, Amazon vient d'acheter, il y a peut-être quelques années là, récemment, qui a acheté MGM et la franchise James Bond. Et là, ils ont acheté le dernier mot créatif avec les deux, là, Barbara Broccoli. La famille Broccoli-Mognon. Exactement. Et là, il y en a, comment tu as dit, 27? Il y en a 27 James Bond. Ben là, au prix qu'ils ont payé, ils vont en faire d'autres, croyez-moi. Fait que là, ils veulent annoncer de nouveau. Puis c'est un peu intemporel. À la télévision, il y a plein de choses comme ça. Des Simpsons, ça fait une trentaine d'années que ça roule. C'est ça. Doctor Who, des trucs comme ça. Donc, les gens, quand il y a des séries fortes, on trouve toujours un moyen de les continuer. Oui, comme Star Wars est supposément une des plus, sinon pas la plus rentable. Au niveau des entrées salles et tout ça, si on ajoute, en argent. Absolument. Si on ajoute les spin-offs, si on ajoute les séries télé, c'est un créneau très payant. Bon, là, on fait un petit reset. On essaye de reprendre des nouvelles bases par rapport à Star Wars, mais effectivement, il va en avoir d'autres. Il y en a déjà qui sont en tournage et en préparation. Donc, ça va continuer. Les super-héros, c'est un peu ça aussi, d'une certaine genre de suite infinie de films. Oui, mais c'est ça. Là, il y en a vraiment trop, peut-être trop. Il y en a beaucoup, c'est parce que les gens aiment ça. Oui. Mais voilà, oui, c'est sûr qu'il y en a quand même. Parce qu'on a l'impression ici qu'au Québec, on avait déjà, notre culture de bande dessinée qui n'était vraiment pas celle des Américains, qui étaient, eux, les Spider-Man, les Batman, Iron Man, mettez-les de toutes les men de toutes les couleurs, Superman. Mais nous, on était plutôt dans des Spirou, dans des Tintins, dans des choses comme ça. C'était autre chose. Donc. Et c'est intéressant que tu soulignes ça, parce qu'effectivement, il y en a eu juste un, malheureusement, mais quand on a joué le film Tintin, avait été extrêmement populaire au Québec.
C'était fou. Puis le film avait été fait pour le marché international et on avait eu la chance de jouer le film avant les États-Unis. Ouais, c'est vrai. 2 semaines ou 3, je me souviens pas. C'était quand même exceptionnel pour nous. Donc, c'est très, très rare que ça fait ça. Puis il avait eu raison. Il avait joué, je pense, dans le temps de Noël. Quelque chose un petit peu avant, début décembre, puis ça avait été super populaire. Évidemment, ça coûte très cher à produire, mais il avait mis la totale avec Steven Spielberg puis tout ça. Ouais. Mais effectivement, il pourrait reprendre on avait aussi des mangas quand on était plus jeunes, les Goldorak, Capitaine Flamme et tout ça. Ouais, mais ça, c'est plus des dessins animés. Oui, puis on était plus inspiré des Japonais. Exactement. Effectivement. Mais non, je regardais Le Monde des franchises, c'était intéressant de voir, parce qu'en France, il y en a des suites, il y en a, mais beaucoup, beaucoup moins, c'est autre chose. On est dans un autre domaine. Absolument. Chacun sa cinématographie, puis c'est très correct aussi. La France a passé plusieurs années. Moi, à l'origine, j'étais un fan de films d'horreur. Et dans le fin 90, début des années 2000-2010, il y a eu des années de production de films d'horreur français qui étaient excellents. Ouais. On a un peu laissé le créneau, mais on a monté ça pendant très longtemps. Moi, j'en étais très heureux. C'est niché, par contre. C'est un style propre à lui. Mais on avait décidé, dans le monde du cinéma français, de financer des films d'horreur d'une manière assez répétée. Et ça avait eu assez d'effets. Et il y avait des choses, des réalisateurs qui tournent encore aujourd'hui, qui ont fait carrière aux États-Unis. Exactement. Et puis, écoute, pour terminer l'épisode, on souhaite que les prédictions pour Mission Impossible, pour Lilo et Stitch. Lilo et Stitch, oui, tout à fait. Oui, on a quand même des bons films, Dragon, Elio, Formule 1, F1, donc il y a beaucoup Jurassic World. Jurassic World, il y a de l'attente là aussi. Beaucoup d'attente. Donc, on espère que cette prédiction-là vont être les bonnes. Oui. Et il va y avoir d'autres surprises. Exactement. Il va y avoir des déceptions, il va y avoir d'autres surprises. C'est ce qui fait que le cinéma est le cinéma. C'est l'essence même. Absolument. Exactement, c'est ça. Bien, écoute, c'était intéressant. Merci de tes lumières. Bien, ça me fait plaisir. Et puis, écoute, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode du balado. Le cinéma, c'est au cinéma.